Un pays souvent classé parmi les plus pauvres du continent lance, d'un seul mouvement, 20 initiatives nationales majeures. On parle d'autoroutes, de rénovation urbaine, de contrôle énergétique, de relance d'usines et d'une poussée agricole. Mais l'idée centrale est de recabler l'économie pour retenir la valeur et réduire les fuites. Ce choix, associé au leadership d'Ibrahim Traoré, vise à rompre le rythme d'attente envers les prêteurs internationaux et les opérateurs étrangers. Reste la question, ce pari d'échelle peut-il tenir et quel nouvel équilibre au Sahel annonce-t-il? Ce récit promet de montrer ce qui se cache derrière l'apparente accumulation de chantiers et pourquoi ils sont pensés comme un système plutôt que comme des projets isolés. L'enjeu est simple pour le pays. Créer des infrastructures capables de générer de la valeur interne au lieu de dépendre d'importations et d'aides cycliques. Pour le lecteur, l'intérêt est de comprendre comment des choix concrets sur les routes, l'énergie, l'industrie et l'agriculture peuvent transformer la stabilité économique et sociale. Ce qui est en jeu dépasse la croissance. Il s'agit de souveraineté fonctionnelle. Si cette stratégie réussit, elle redéfinit la manière dont un État à ressources limitées peut agir. Si elle échoue, elle expose des risques financiers et politiques concentrés. Comprendre ces enjeux permet de lire autrement chaque décision prise aujourd'hui. 20 projets lancés presque simultanément dans un pays à marge budgétaire limitée constituent déjà une anomalie stratégique. Plus révélateur encore, plus de 100 milliards de francs CFA ont été dirigés vers l'agriculture et la modernisation rurale, signalant que l'effort ne vise pas seulement le béton, mais la structure même de l'économie. Ce double mouvement éclaire l'intention du leadership d'Ibrahim Traoré, agir sur plusieurs goulets d'étranglement à la fois plutôt que de corriger des symptômes isolés. Pour comprendre ce choix, il faut revenir à la situation héritée. Pendant des années, le Burkina Faso a fonctionné dans un équilibre fragile mais stable. Les routes existaient, mais se dégradaient plus vite que les budgets de maintenance. Les villes s'étendaient sans réseau suffisant d'assainissement ou de transport. Les zones rurales dépendaient presque exclusivement de l'agriculture pluviale, exposée à chaque variation climatique. L'énergie, largement contrôlée par des opérateurs extérieurs, drainait des devises sans renforcer la base productive locale. Ce modèle ne provoquait pas d'effondrement spectaculaire, il produisait plutôt une érosion lente, perte de valeur, dépendance chronique aux importations, affaiblissement progressif de la confiance nationale. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, l'État fonctionne encore, mais au minimum requis pour éviter la rupture. Les services publics sont présents, mais leur mécanique interne est usée par des décennies de financement externe fragmenté et de programmes à court terme. La rupture annoncée ne vient donc pas d'une amélioration soudaine des capacités financières. Elle naît d'un diagnostic différent. La faiblesse principale n'est pas la pauvreté en soi, mais la fragmentation. Les routes ne relient pas les pôles de croissance. L'énergie ne soutient pas l'industrialisation. L'agriculture produit, mais sans débouché transformateur. Chaque secteur avance seul, sans effet multiplicateur. Les, les 20 projets répondent à cette lecture. Ils ne sont pas conçus comme des vitrines indépendantes, mais comme des engrenages d'un même mécanisme. Transport, énergie, industrie et agriculture sont pensés pour se renforcer mutuellement. Cette approche systémique explique pourquoi l'initiative paraît disproportionnée au regard des moyens. Elle cherche à changer le rythme, pas seulement l'échelle. La question clé devient alors évidente. Qu'est-ce qui a rendu ce basculement non seulement souhaitable, mais nécessaire à ce moment précis? Pour saisir les premiers effets concrets de cette stratégie, il faut suivre le fil de situations ordinaires plutôt que des annonces nationales. Dans les villes, les programmes de rénovation urbaine paraissent modestes au départ. Curage des caniveaux, réfection de voiries secondaires, réhabilitation de quartiers dégradés.
Pourtant, ces interventions créent rapidement des environnements plus prévisibles, où les marchés fonctionnent sans interruption constante et où la mobilité quotidienne devient moins coûteuse en temps et en énergie. D'abord, un microcas se dessine dans les centres urbains stabilisés. En mobilisant une main-d'œuvre locale nombreuse, les chantiers urbains deviennent des lieux d'apprentissage pratique. Des jeunes auparavant en marge du marché du travail acquièrent des compétences transférables vers des projets industriels et agricoles plus lourds. Cette dynamique transforme la rénovation en passerelle vers une capacité productive plus large, plutôt qu'en simple embellissement. Ensuite, un autre exemple apparaît le long des axes de circulation. Là où une route améliorée relie désormais une zone rurale à un centre urbain, les agriculteurs réduisent leur temps de transport et leurs pertes post-récolte. Les commerçants locaux peuvent écouler des volumes plus réguliers. L'infrastructure agit comme un multiplicateur silencieux, reliant des activités auparavant dispersées. IAS. Ces effets précoces expliquent pourquoi le discours porté par Ibrahim Traoré insiste moins sur les chiffres isolés que sur la cohérence d'ensemble. L'objectif n'est pas d'additionner des succès ponctuels, mais de recréer des chaînes fonctionnelles entre citoyens, territoires et secteurs productifs. Ce changement d'approche modifie la perception du projet national. Il devient tangible, vécu au quotidien. Au fond, l'idée est simple. Des interventions apparemment locales commencent déjà à recomposer la confiance et la capacité collective. Au début, une décision de rupture s'impose. Avant, les projets d'infrastructure étaient annoncés isolément, souvent conditionnés par des financements externes et étalés sur des calendriers incertains. Après, le gouvernement choisit d'activer plusieurs leviers en parallèle, acceptant le risque d'une charge initiale plus lourde pour créer un effet de synchronisation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette activation simultanée marque un changement de tempo. Il ne s'agit plus d'attendre que chaque chantier justifie le suivant, mais de les lancer ensemble pour qu'ils se renforcent mutuellement. Peu à peu, la montée en puissance devient visible lorsque les chantiers cessent d'être perçus comme des annonces et commencent à modifier les routines. Les travaux routiers relient des zones auparavant enclavées aux centres urbains et industriels. Les programmes de rénovation urbaine stabilisent des quartiers entiers, réduisant les interruptions liées aux inondations et à la dégradation des réseaux. En parallèle, la reprise d'unités industrielles dormantes crée une demande immédiate en transport, en énergie et en main-d'œuvre. Chaque projet alimente le suivant, accélérant le rythme général. Dans ce mouvement, l'énergie devient un point charnière. La nationalisation de segments clés de la distribution du carburant et l'accélération des investissements sur le solaire modifient l'équation de dépendance. Avant, chaque importation de carburant ou chaque contrat énergétique externe siphonnait des devises sans retour structurel. Après, le contrôle national transforme l'énergie en artère interne, capable de soutenir la logistique routière, l'activité industrielle et les services urbains. Cette bascule donne de la traction à l'ensemble du système. Puis viennent des répliques moins spectaculaires mais déterminantes. Dans les zones rurales, l'amélioration de l'irrigation et de la mécanisation réduit l'exposition aux chocs climatiques saisonniers. Les agriculteurs peuvent planifier sur l'année plutôt que sur quelques mois, ce qui stabilise l'offre pour les transformateurs locaux. Les usines de transformation alimentaire, à leur tour, sécurisent des débouchés réguliers et maintiennent la valeur sur le territoire. Le cycle commence à se refermer. Ce qui distingue cette ligne d'événements n'est pas l'absence de risque, mais leur acceptation explicite. Les grandes infrastructures peuvent dépasser les budgets. Les relances industrielles peuvent avancer plus lentement que prévu. Les transitions énergétiques exigent une gestion technique rigoureuse. Pourtant,
le choix est fait de privilégier l'action coordonnée à l'inaction prudente. L'alternative, maintenir l'ancien modèle fragmenté, apparaît désormais plus coûteuse à long terme. Dans cette logique, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement symbolique. Il sert de point de cohérence politique, maintenant l'alignement entre des secteurs qui, historiquement, évoluaient séparément. La chronologie révèle ainsi un pari assumé: créer suffisamment de mouvements internes pour rendre le retour en arrière difficile. Au point de départ, la situation de référence était claire. Une économie fortement dépendante des importations essentielles et une circulation interne de valeur limitée. Le pays importait la majorité de son carburant, une part importante de ses produits céréaliers transformés et de nombreux biens de consommation courante, ce qui exerçait une pression constante sur les réserves en devises. Dans ce cadre, chaque choc externe, hausse des prix mondiaux ou rupture logistique, se transmettait rapidement à l'économie domestique. Un premier écart mesurable apparaît du côté de l'agriculture et le monde rural. Plus de 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la modernisation agricole, incluant mécanisation, semences améliorées, irrigation et soutien vétérinaire. Ce chiffre n'est pas seulement élevé en valeur absolue, il marque un changement de priorité. Là où l'agriculture était auparavant traitée comme un secteur social à soutenir ponctuellement, elle devient un pilier productif destiné à stabiliser l'ensemble du système. L'irrigation, en particulier, transforme des terres dépendantes des pluies en surfaces exploitables toute l'année, réduisant la volatilité des rendements et des revenus. Un deuxième écart touche l'énergie. La nationalisation de segments clés de la distribution, avec le transfert de plus de 200 stations de carburant sous contrôle national, modifie la structure de flux financiers. Avant, la distribution fonctionnait comme un canal d'extraction de valeur vers l'extérieur. Après, elle devient une artère interne, dont les revenus peuvent être réinvestis dans l'entretien des routes, l'extension des réseaux et la stabilisation des prix. À cela s'ajoute l'accélération des projets solaires, qui visent à réduire progressivement la dépendance aux importations énergétiques et à offrir une base plus prévisible à l'industrialisation. Un troisième écart concerne la terre elle-même. Les projets d'irrigation transforment environ 900 hectares de terres agricoles en surface cultivable en continu. Ce chiffre peut sembler modeste à l'échelle nationale, mais son impact est structurel. Chaque hectare sécurisé alimente non seulement les ménages agricoles, mais aussi les unités de transformation locales, créant une chaîne d'approvisionnement plus fiable. L'effet n'est pas immédiat sur les exportations, mais il se manifeste par une réduction progressive des importations alimentaires et une meilleure résilience face aux aléas climatiques. Mises ensemble, ces trois mesures illustrent la logique de preuve avancée par le leadership d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'annoncer une croissance spectaculaire à court terme, mais de montrer des déplacements concrets dans la structure de l'économie. Moins de fuites de devises, plus de valeurs retenues localement. Des secteurs autrefois isolés, désormais connectés. Chaque chiffre appelle une lecture qualitative. Les 100 milliards investis en agriculture signifient une capacité accrue à planifier sur l'année plutôt qu'au trimestre. Les 200 stations sous contrôle national signifient une marge de manœuvre politique et budgétaire plus large face aux pressions externes. Les 900 hectares irrigués signifient une réduction tangible de l'incertitude pour des milliers de ménages ruraux. Pris séparément, ces nombres décrivent des projets. Pris ensemble, ils décrivent un changement de trajectoire. La limite de cette preuve est également claire. Ces deltas ne garantissent pas le succès final. Ils indiquent une direction et une cohérence. La question n'est donc plus de savoir si quelque chose a changé, mais si ces changements sont suffisants pour absorber les chocs futurs et maintenir l'élan.
C'est précisément sur ce point que les critiques se concentrent, ouvrant la voie à l'examen des arguments opposés. Les critiques les plus structurées de cette stratégie avancent deux arguments principaux. Le premier porte sur le risque financier. Lancer simultanément 20 projets lourds dans un contexte budgétaire contraint pourrait, selon eux, créer une pression excessive sur les finances publiques. Les dépassements de coûts fréquents dans les infrastructures, combinés aux besoins d'entretien à long terme, risqueraient d'accumuler des engagements difficiles à soutenir sans recourir de nouveau à l'endettement externe. Dans cette lecture, l'ambition serait réelle, mais le calendrier trop comprimé. Le second argument concerne la capacité d'exécution. Coordonner transport, énergie, industrie et agriculture exige une gouvernance administrative solide et une continuité politique. Les sceptiques soulignent que si un seul maillon sous-performe, l'effet domino pourrait fragiliser l'ensemble du système. Une centrale solaire sans réseau stable, une usine sans approvisionnement régulier ou une route sans maintenance suffirait à réduire les gains attendus. À leurs yeux, une approche plus graduelle aurait limité ces risques. La réponse du gouvernement s'appuie sur les données et sur la logique systémique du programme. D'abord, la concentration des investissements vise précisément à réduire les coûts unitaires sur le moyen terme. Une route reliée à une zone industrielle active et à une agriculture irriguée génère plus de revenus qu'une infrastructure isolée, ce qui améliore sa capacité d'autofinancement. Ensuite, la mobilisation de ressources domestiques et le contrôle accru de l'énergie et du carburant offrent un des leviers budgétaires que le modèle précédent n'avait pas. Sur la capacité d'exécution, l'argument avancé est celui de la cohérence plutôt que de la perfection. Tous les projets n'ont pas besoin d'atteindre leur rendement maximal immédiatement pour produire un effet net positif. Même partiels, ils réduisent des vulnérabilités clés: dépendance aux importations alimentaires, exposition aux chocs énergétiques, fragmentation territoriale. C'est cette réduction cumulative du risque qui est mise en avant par le leadership d'Ibrahim Traoré. Ainsi, le débat ne se situe pas entre succès garanti et échec certain, mais entre deux types de risques: le risque d'agir vite et de devoir ajuster, ou le risque de rester dans un modèle éprouvé mais structurellement fragile. C'est cette comparaison, plus que la promesse de résultats parfaits, qui structure la défense de la stratégie actuelle. Le véritable point de bascule apparaît lorsque les projets sont lus comme un tout cohérent plutôt que comme une liste. À ce stade, l'initiative cesse d'être perçue comme une vague de construction et devient un changement de logique de gouvernance économique. Les routes, l'énergie, l'industrie et l'agriculture ne sont plus des secteurs juxtaposés, mais des fonctions interdépendantes d'un même système national. Cette lecture modifie la manière dont les priorités sont arbitrées. Une autoroute n'est plus justifiée uniquement par le trafic actuel, mais par sa capacité à soutenir des flux agricoles, industriels et urbains futurs. Une centrale solaire n'est pas évaluée seulement sur sa production immédiate, mais sur sa contribution à la stabilité des coûts énergétiques pour les usines et les villes rénovées. L'ensemble gagne en sens dès lors qu'il est pensé comme une architecture. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se précise. Le leadership n'agit pas comme un simple superviseur de chantier, mais comme un intégrateur politique, maintenant l'alignement entre des administrations et des intérêts historiquement fragmentés. Cette intégration explique pourquoi des projets de nature différente avancent en parallèle sans attendre des résultats parfaits les uns des autres. La révélation centrale est donc institutionnelle. Le pays ne cherche pas seulement à construire plus, mais à gouverner autrement la relation entre investissement, production et souveraineté. À partir de ce point en médian, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si les projets existent, mais quels effets concrets cette architecture commence à produire sur les acteurs économiques et sociaux.
Les effets les plus visibles de cette architecture émergente se répartissent différemment selon les acteurs, mais dessinent une dynamique convergente. Pour l'État, le premier changement est budgétaire et opérationnel. Le contrôle accru de la distribution énergétique et l'apparition de recettes liées aux infrastructures, comme les réseaux routiers mieux entretenus, réduisent la dépendance aux arbitrages externes. Cela ne supprime pas les contraintes financières, mais élargit la marge de manœuvre pour planifier et prioriser. L'État gagne en capacité d'action continue plutôt qu'en réaction ponctuelle aux crises. Du côté des entreprises locales, l'impact est plus immédiat. Les unités industrielles relancées, même à une échelle modeste, bénéficient d'un environnement plus prévisible. L'accès à l'énergie devient moins erratique, les matières premières agricoles sont plus régulières grâce à l'irrigation et les corridors de transport raccourcissent les délais. Pour un transformateur de céréales ou de coton, cette stabilité relative permet d'envisager des volumes constants et d'investir dans l'outil de production. La valeur ajoutée auparavant captée à l'extérieur commence à rester sur le marché intérieur. Pour les ménages, les conséquences se manifestent par des changements progressifs mais tangibles. En milieu urbain, la rénovation réduit les interruptions liées aux inondations et améliore l'accès aux services de base, ce qui diminue les coûts cachés du quotidien. En zone rurale, l'irrigation et la mécanisation offrent une prévisibilité des revenus qui n'existaient pas auparavant. Les agriculteurs capables de produire sur l'année entière peuvent planifier, investir et consommer localement, créant un cercle économique plus stable. L'emploi généré par les chantiers et les usines renforce également le lien entre effort collectif et bénéfices individuels. À l'échelle régionale, ces évolutions commencent à modifier la perception du pays. Un Burkina Faso moins dépendant des importations alimentaires et énergétiques devient un partenaire différent. Il est moins vulnérable aux pressions liées aux ruptures d'approvisionnement et plus capable de négocier sur la base de ses capacités réelles. Cette évolution est observée attentivement par les pays voisins et par les acteurs internationaux, car elle suggère un déplacement de l'équilibre de pouvoir dans le Sahel. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence de ces transformations. Le leadership est associé non seulement à des choix politiques, mais à des effets concrets ressentis par l'administration, les entreprises et les citoyens. Cela ne signifie pas que les bénéfices soient uniformes ou définitifs, mais qu'une trajectoire commune devient lisible. L'enjeu, désormais, est de savoir comment cette trajectoire peut évoluer dans les prochains mois. Les conséquences observées aujourd'hui suffisent-elles à enclencher une dynamique durable ou restent-elles dépendantes de conditions favorables à court terme? D'abord, une première trajectoire, la plus probable, suppose une continuité prudente. Les projets avancent à des rythmes inégaux, certains livrant des résultats visibles plus vite que d'autres. Les routes clés deviennent opérationnelles par segment. L'énergie solaire continue de monter en puissance sans couvrir encore tous les besoins industriels. Et l'agriculture irriguée stabilise surtout les zones déjà engagées. Dans ce cadre, l'économie ne connaît pas de rupture spectaculaire, mais elle gagne en prévisibilité. Les importations reculent lentement, la valeur retenue localement progresse, et l'État consolide sa capacité de pilotage sans effacer toutes les contraintes budgétaires. Ensuite, une trajectoire plus optimiste repose sur un enchaînement vertueux. Les infrastructures de transport et d'énergie atteignent rapidement un seuil fonctionnel suffisant pour soutenir la production industrielle relancée. Les, cha- les chaînes agricoles irriguées alimentent régulièrement les unités de transformation, réduisant la volatilité des prix et sécurisant l'approvisionnement. Cette cohérence accélère la création d'emplois et renforce la confiance des acteurs privés. Les recettes internes augmentent, améliorant l'entretien des infrastructures et la crédibilité financière.
Dans cette hypothèse, le pays commence à être perçu comme un pôle de stabilité productive au Sahel, attirant des partenariats plus équilibrés. Enfin, une trajectoire plus pessimiste met en avant les fragilités. Des retards d'années techniques, des dépassements de coûts ou des difficultés de maintenance ralentissent plusieurs projets clés en même temps. L'énergie devient un goulot d'étranglement pour l'industrie. Certaines routes se dégradent plus vite que prévu et les gains agricoles restent localisés. La pression sur les finances publiques s'accentue, ravivant le scepticisme interne et externe. Dans ce cas, l'élan initial subsiste symboliquement, mais son impact économique réel reste en deçà des attentes, exposant le programme à des critiques accrues. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. La réalité peut combiner des éléments de chacune selon les secteurs et les régions. Le point commun est que la fenêtre des 6 à 12 prochains mois jouera un rôle déterminant pour transformer l'ambition en crédibilité durable. Une lecture utile consiste donc à observer moins les annonces que les signaux opérationnels. Continuité des chantiers, capacité de maintenance, stabilité des flux énergétiques et agricoles. Pour juger tout cela, il faut surtout changer de manière de lire la situation. Évaluer cette stratégie demande de suivre les interactions entre projets, pas leurs performances isolées. C'est dans ces interconnexions que se jouera la différence entre un programme ambitieux mais fragile et un modèle réellement transformateur. Pour les citoyens urbains, les changements les plus perceptibles concernent le quotidien. Des voiries plus fiables, des systèmes de drainage réparés et une énergie moins erratique réduisent les coûts invisibles du temps perdu et des interruptions fréquentes. Cela ne transforme pas immédiatement le niveau de vie, mais cela stabilise l'environnement dans lequel les ménages prennent leurs décisions. Un commerce qui peut ouvrir régulièrement, un transport plus prévisible ou un quartier moins exposé aux inondations modifient la manière dont les familles planifient leurs dépenses et leur travail. Pour les populations rurales, l'impact se joue surtout sur la prévisibilité. L'irrigation et la mécanisation permettent d'envisager une production sur l'année entière plutôt que sur une saison incertaine. Cette stabilité ouvre l'accès au crédit informel, encourage l'investissement dans de meilleurs intrants et renforce le lien avec les marchés urbains. Le changement n'est pas seulement économique, il est psychologique. La capacité à prévoir réduit l'angoisse liée au choc climatique et redonne un sentiment de contrôle. Pour les jeunes actifs, notamment ceux mobilisés sur les chantiers, l'effet est double. À court terme, l'emploi offre un revenu et une intégration sociale. À moyen terme, les compétences acquises deviennent transférables vers l'industrie, l'agroalimentaire ou la maintenance des infrastructures. Cette trajectoire crée une passerelle entre efforts collectifs et perspectives individuelles, élément central de la cohésion sociale recherchée. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, la transformation est conditionnelle. Les opportunités existent, mais elles exigent une adaptation rapide aux nouveaux flux d'énergie, de transport et d'approvisionnement. Ceux qui s'alignent tôt peuvent capter de la valeur. Ceux qui restent dépendants des anciens circuits risquent de perdre du terrain. Deux réflexes simples peuvent aider à suivre la suite. Observer les signaux de continuité plutôt que les annonces ponctuelles et relier les effets visibles dans son environnement aux choix structurels en cours. C'est dans cette lecture informée que se construit une appréciation plus juste de la trajectoire engagée. La phase suivante repose moins sur l'annonce de nouveaux projets que sur l'orchestration rigoureuse de ceux déjà engagés. D'abord, l'enjeu concerne la priorisation opérationnelle. Il s'agit d'identifier les infrastructures critiques dont la mise en service conditionne le rendement des autres. Routes reliant les bassins agricoles, énergie alimentant les zones industrielles, réseaux urbains soutenant la main-d'œuvre. Cette hiérarchisation permet d'allouer les ressources limitées, là où l'effet multiplicateur est
le plus élevé. Ensuite, l'attention se porte sur la gouvernance et la coordination. Chaque projet doit être rattaché à une responsabilité claire. Qui décide, qui exécute, qui mesure. Des indicateurs simples, délais, disponibilité énergétique, volume transformé, servent à suivre l'avancement sans multiplier les couches administratives. Cette discipline est essentielle pour éviter que la complexité du programme ne dilue la responsabilité. Puis, il faut se concentrer sur la maintenance et la durabilité. Construire rapidement crée de la valeur, mais entretenir protège cette valeur. Des mécanismes de financement interne, comme les recettes liées aux infrastructures ou à l'énergie sous contrôle national, doivent être fléchés vers l'entretien régulier. Sans cela, les gains initiaux risquent de s'éroder aussi vite qu'ils sont apparus. Après cela, il devient important de renforcer l'intégration humaine. Former et stabiliser la main-d'œuvre locale garantit que les compétences restent dans le pays et soutiennent l'ensemble du système. C'est ici que le lien entre emploi, industrie et cohésion sociale devient stratégique. Et pour finir, la dimension politique et symbolique. Le leadership d'Ibrahim Traoré doit maintenir une narration cohérente entre résultats concrets et attentes publiques. Des succès partiels, s'ils sont expliqués et mesurés, renforcent la crédibilité et protègent l'élan face aux inévitables ajustements. Cette feuille de route ne promet pas une trajectoire linéaire. Elle propose une méthode. Avancer, mesurer, corriger. La question décisive devient alors moins celle de l'ambition que celle de la constance dans l'exécution. Le fil conducteur revient à ces scènes ordinaires évoquées plus tôt. Une rue rénovée qui ne s'inonde plus, un atelier qui rouvre, un champ irrigué toute l'année. Ces images résument mieux que des tableaux macroéconomiques ce que cherche à produire la stratégie en cours. Elle montre un pays qui tente de reprendre prise sur ses mécanismes fondamentaux, pas à pas, secteur par secteur. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un sauveur, mais comme le catalyseur d'un changement de rythme, celui qui transforme des interventions dispersées en trajectoires lisibles. L'émotion tient moins à la promesse d'une prospérité rapide qu'à la reconquête de la capacité d'agir. Pour une population longtemps habituée à s'adapter aux contraintes externes, voir émerger des projets pensés pour fonctionner ensemble modifie l'horizon mental. Les routes, l'énergie, l'agriculture et l'industrie cessent d'être des symboles abstraits. Ils deviennent des outils concrets de projection dans l'avenir. Et l'idée finale tient en une phrase. Reconstruire ici signifie décider à nouveau. C'est cette réappropriation silencieuse qui donne à l'ensemble sa portée, au-delà des chiffres et des délais. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure par une certitude, mais à ouvrir une conversation plus large. La trajectoire engagée interroge moins la capacité technique d'un État que sa volonté de redéfinir ses priorités et d'assumer les risques associés. Dans le cas du Burkina Faso, les choix opérés sous Ibrahim Traoré fonctionnent comme un miroir pour d'autres sociétés confrontées au même dilemme: dépendance ou cohérence, ajustement marginal ou refonte systémique. Cette histoire dépasse donc un cadre national. Elle touche à la manière dont des communautés, des entreprises et des institutions pensent leur avenir commun. Observer quels projets avancent le plus vite, lesquels rencontrent des résistances et comment les ajustements s'y ont opérés permettra de juger la solidité du modèle en construction. Plus encore, cela invite chacun à réfléchir à ce qui, dans son propre contexte, relève de la contrainte réelle ou de l'habitude héritée. La question finale est volontairement ouverte. Parmi les secteurs évoqués, transport, énergie, agriculture ou industrie, lequel vous semble le plus décisif pour transformer durablement une économie à ressources limitées?
Et quels signaux vous paraissent les plus pertinents pour évaluer si un tel pari collectif est en train de réussir ou non?